Pendant l'occupation allemande, la vie intellectuelle parisienne ne s'était pas arrêtée. Les antifascistes, souvent des communistes, avaient leur lieu de rencontre, l'auditorium Art déco et les cafés du boulevard Saint-Germain. Les étudiants étaient fortement contrariés par la présence des soldats allemands et des antisémites qui accusaient les professeurs juifs d'incompétence. Ils répliquèrent en portant la croix de Lorraine, en manifestant le 11 novembre 1940 sur la tombe du soldat inconnu. L'université libre rassemblait l'ensemble des membres de la résistance intellectuelle, quelles que soient leurs croyances politiques. Suite au pacte de non-agression germano-soviétique du 23 août 1939, les communistes qui dénonçaient une guerre impérialiste subirent une série de mesures répressives. Leur parti fut dissous le 26 septembre 1939 et le décret Sérol du 12 avril 1940 condamna à mort toute personne contribuant à démoraliser l'armée ou la nation. Les Allemands, eux, dénonçaient des agents payés par l'ennemi et des juifs cachés. Les brigades spéciales, BS, qui dépendaient des renseignements généraux, menaient la lutte antiterroriste. Je suis Madeleine Passot, je suis née à Paris. Je viens d'une famille socialiste engagée contre la guerre. Je m'engageais dans la lutte antifasciste en soutenant la République espagnole en 1936. C'est là que j'adhérais au Parti communiste. Je m'appelle Daniel Casanova. Pour mes parents, rien n'était plus important que la liberté, l'égalité et la fraternité. La rencontre de mon futur mari, Laurent Casanova, fut décisive. Nous nous sommes engagés en même temps dans l'aventure communiste en 1932. Moi, c'est Marie-Claude Vogel. En 1932, je fis un séjour en Allemagne avec mon père journaliste. J'assistais même à un meeting d'Hitler. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de l'extrême violence de la propagande nazie. Je me nomme Charlotte Delbo, je viens d'une famille d'immigrés italiens. Mon père était ouvrier et engagé à gauche, du côté des anarchistes. Un jour, en 1930, je croisais Henri Lefebvre, un professeur de philosophie communiste qui dénonçait sans répit les volontés hégémoniques de Mein Kampf. C'est en 1934, lors du congrès d'Ivry, que mon engagement s'affirma. Je rentrais alors dans la nouvelle direction des jeunesses communistes. En 1936, l'année du Front populaire, je montais encore en grade car je dirigeais seul un grand journal féminin de gauche, Filles de France. En 1936, j'épousai Georges Dudac, rédacteur à l'Avant-Garde, le mensuel des jeunes communistes, puis correspondant à Moscou. Nous avons rencontré une jeune dentiste nommée Daniel Casanova et son mari Laurent. Ensemble, nous avions manifesté sur les grands boulevards aux côtés des jeunes Clousettes. Ce jour-là, je rencontrai aussi Marie-Claude Vogel. En 1940, je fus chargée du transport des tracts, des journaux et des revues. Afin de faire cela en toute discrétion, j'utilise ma petite Fiat Topolino. J'aimais beaucoup faire cela. Dans la clandestinité, je deviens Gervaise ou Betty. Mes activités se révéleront décisives pour la survie du Parti communiste en 1939-1940 qu'il fallait transformer en un parti clandestin. Je préparais des planques, des courriers et des boîtes aux lettres. Sachant que les policiers me recherchaient, je devais me transformer. Je maigris et pour ne pas éveiller de soupçons, je m'habille de manière très élégante. En 1941, la répression s'intensifia, mais je n'abandonnais pas. J'arrivais même à faire publier des textes d'Arthur Dallidet, un des chefs du parti. L'année 1941, je voyageais tout le temps. Saint-Étienne, Lyon, Marseille, Montpellier. Ma mission était de faire les liaisons entre Paris et les villes de province. À Moulins, je passais la ligne de démarcation, ce qui était très risqué à chaque fois. En 1940, je quittais Louis Jouvet, dont j'étais la secrétaire en Amérique latine, où il était en tournée, et je décidai de lutter à Paris. Je me réfugiai avec Georges dans un studio meublé du 16e arrondissement, près du métro rue de la Pompe. Lui travaillait dans l'impression des journaux clandestins et dans l'organisation des réseaux des intellectuels. Moi, je tapais sur ma machine les tracts et les journaux clandestins. J'écoutais aussi Radio Londres et Radio Moscou, dont je transcrivais les émissions après les avoir notées en sténo. À mon retour à Paris, en 1941, je regroupais le plus possible de femmes de prisonniers de guerre. Et je manifestais à leur côté. Parfois, cela était mouvementé. Le 31 mai 1942, rue de Bussy, nous dévalisions des épiceries réservées aux Allemands, protester contre le rationnement et certaines d'entre nous furent arrêtées. La police disposait de différents fichiers pour retrouver des personnes en fuite. Les dénonciations étaient la source de nombreuses surveillances et enquêtes. Les filatures amenaient la mise en place d'un dispositif de surveillance autour d'un individu dans un café, un bureau de poste ou encore un appartement. Pour déjouer une filature, le parti a élaboré des précautions, descente et montée à contresens dans les gares ou changement incessant de ligne. Mais les fileurs se relayaient sous les apparences les plus diverses. Les perquisitions étaient un moment capital dans une enquête. Il existait tout type de cachette, une boîte à sucre, les pages d'un livre ou encore une tringle à rideau. Les objets les plus recherchés étaient des tracts et des armes. Les arrestations devaient avoir lieu à l'extérieur pour que le client ne puisse pas détruire les documentations. Entre 1941 et 1942, plus de 2000 arrestations eurent lieu dans les rangs communistes.
En 1941, je rédigeais un tract dans un petit logement de la rue du Poteau. Mon texte apparut dans La Voix des femmes. Il parlait de ma colère, de mes malédictions jetées sur l'assassin. Cette même année, en 1941, j'étais responsable au sein du Parti communiste. Je rassemblais les femmes qui voulaient résister. J'appris, le 15 février 1942, qu'André Piquant et sa femme avaient aussi été arrêtés alors qu'ils partaient en direction du Mans en train. J'étais inquiète. Les arrestations s'enchaînaient dans notre groupe. Je n'arrivais plus, ni à dormir, ni à manger. Je me chargeais de la coordination du mouvement intellectuel patriotique. Les rendez-vous se passaient à la closerie des Lilas à Paris. Le 15 septembre, j'ai pris la décision de mettre sur pied une véritable armée clandestine avec Raoul Tanguy, alors que les taux se resserrèrent autour de nous. Je suppliai Georges de quitter notre planque au 93 rue de la Flaisanderie, mais il refusa. Nous ne sortions jamais en même temps pour éviter d'être pris tous les deux. Nous avions de fausses identités pour éviter de nous faire repérer. Mon surnom à moi, c'était Clairette. Le 9 février 1942, je devais rencontrer Catlas. Un autre résistant, lui, qui était pourtant toujours ponctuel, était très en retard ce jour-là. Je décidai de partir, mais un coup de sifflet retentit et 3 hommes se jetèrent sur moi. Mais malheureusement, je tombais dans un piège. En effet, des policiers devaient m'avoir suivi. Ainsi, le 15 février 1942, je fus arrêté au 170 bis rue de Grenelle. Ma planque avait été repérée quelques jours plus tôt. Le 2 mars 1942, 5 policiers des brigades spéciales débarquèrent chez nous. Nous étions faits. Un camarade arriva à s'enfuir par la salle de bain. C'était Pierre Villon, celui qui épouserait Marie-Claude Vaillant Couturier. On nous emmena en direction de la prison de la Santé. Le jour suivant, le 3 mars 1942, il était 7 heures quand on sonna à la porte de l'appartement de la cité Falguière que nous occupions avec mon mari Lucien Dorland. Prétextant un contrôle d'électricité, 4 policiers revolvers au poing se tenaient sur le seuil de la porte. Un 5e dans les escaliers et un 6e dans la voiture en bas. Je n'avais sur moi qu'une carte de matière grasse sur laquelle figurait le nom de la crèmerie du 15e arrondissement. C'était la seule chose qui pouvait les aider à retrouver mon lieu d'hébergement. Alors, en passant par la Seine, je décidai de la jeter. Les individus qui martyrisaient les détenus étaient des brigades de tortionnaires, terriblement efficaces. Les interrogatoires étaient l'une des sources essentielles d'information. Les résistants étaient souvent tétanisés de peur d'être torturés. Beaucoup parlaient pour éviter les interrogatoires poussés. La pratique du tricage était immuable. Les résistants étaient assis sur un fauteuil, le pantalon baissé, la veste rabattue sur la tête pour étouffer les cris. Les bras étaient maintenus par 2 collègues pendant que les autres frappaient. La séance durait des heures, parfois devant des secrétaires qui les encourageaient. Les menaces, les insultes, les chantages, tout était bon pour faire craquer les résistants. Nous étions le 9 juin 1942. Je fus emmené en voiture de la prison de la Santé à l'antenne régionale de la Gestapo. On me fouilla au corps. Je passais à l'anthropométrie et pour finir, on prit mes empreintes digitales. Le 9 avril 1942, la Gestapo venait de me transférer dans les bureaux des brigades spéciales pour m'interroger. J'étais face à 2 policiers et un interprète qui me questionnaient sur les activités de mon mari. Mais je ne savais absolument rien. On me conduisit dans un cachot. Les murs étaient rembourrés et matelassés, comme pour étouffer les cris. Il y avait du sang sur le sol. Quelqu'un avait sûrement été torturé dans cette pièce. Je me souviens de ma dernière séance d'interrogatoire, la nuit du jeudi 9 novembre 1942. Ils me posaient tant de questions que je ne savais pas quoi commencer. Ils me giflèrent, et l'un des soldats me lança un poing à la figure. Je m'évanouis sous le choc de la douleur. À mon réveil, j'étais dans un endroit sombre, sans lit, en plus du froid terrible qu'il faisait. À la fin de mon interrogatoire, on voulait me faire signer une déclaration qui n'était pas conforme à ce que j'avais dit. Je refusais. L'officier qui m'interrogeait se leva subitement en tapant sur la table, me faisant sursauter. Il commença à me menacer, en me disant qu'il allait utiliser la manière forte. Avec assurance, je lui répondis que je ne craignais pas la mort. Il me dit alors que j'allais partir dans un camp de concentration allemand, d'où on ne revenait jamais. J'étais seul, dans ma cellule, avec la faim qui me torturait sans cesse. Il y avait tous ces bruits, le bruit des bottes, le bruit des menottes, sûrement celle des otages. À chaque fois, mon cœur cessait de battre. J'étais sauvé pour aujourd'hui, mais demain... Les mêmes hommes que la veille m'interrogèrent. Je ne savais toujours rien. Je signai ma déposition, puis on m'emmena en isolement. La pièce où j'étais censée loger était minuscule, les fenêtres barricadées, les murs humides et ma petite couverture ne me protégeaient ni du froid ni des parasites. Un jour, par miracle, toutes les vitres volèrent, en éclats y compris la mienne. Je profitai donc de l'occasion pour fournir des informations et parler avec mes camarades de prison. Résultat, je fus puni, battu et mis au cachot, attaché à mon lit par des fers. Je pensais parfois au suicide pour sortir de cet enfer, mais je me repris vite en établissant une liaison avec le comité central du Parti communiste et l'état-major des francs-tireurs partisans français. Le mercredi 23 mai 1942, avant l'exécution de Georges, on m'appela et me demanda de m'habiller pour le voir. Dans sa cellule, je me précipitai vers lui pour le serrer contre moi, mais il grimaça. Dans ses bras, j'écoutais une dernière fois les battements de son cœur. Les soldats revinrent et me firent signe qu'il était temps.
Je l'embrassai une toute dernière fois avant de m'éloigner. Dès le mois de septembre 1941, suite à l'attentat du métro Barbès par le colonel Fabien, Hitler ordonna, si cela se reproduisait, des exécutions massives et préventives d'otages. Le 15 décembre, 95 otages majoritairement communistes furent fusillés, dont 69 au Mont Valérien. Des centaines d'exécutions suivirent. Le fort de Romainville, dont la fonction première était le casernement de troupes, fut transformé en 1940 en camp d'internement. Sous le commandement militaire allemand à Paris, le commandant Bickenbach recevait les détenus, aussi appelés otages. Chaque nouveau détenu était enregistré, numéroté, photographié et informé des règles du camp. L'une d'elles portait sur la séparation entre les hommes et les femmes, un autre concernait les isolés qui ne pouvaient ni sortir de leur chambre ni recevoir des colis. Je partageais un dortoir avec 3 autres détenues qui étaient elles aussi interdites de courrier. Mais nous nous arrangeons quand même pour mettre un mot caché dans les colis vides que les détenus non isolés renvoyaient à leur famille. À l'intérieur, le chariot de la bibliothèque ambulante permettait aussi des échanges entre les bâtiments des hommes et des femmes. Arrivé au fort avec Daniel Casanova en août 1942, on réorganisa les actions du Parti communiste avec des manifestations et la réalisation d'un journal clandestin contenant des analyses politiques, des nouvelles de l'extérieur et des revendications propres aux conditions de détention, notamment la nourriture insuffisante, car malgré le partage des colis, la maigreur et la faim étaient le problème de tous les détenus. Nous en étions réduites à manger des trognons de choux jetés à la poubelle. Nous ne laissons pas démoraliser. Nous sommes solidaires les uns des autres, tels des frères et sœurs, dans la difficulté, et sommes fiers de faire partie de la résistance. La nuit arrivée, nous nous réunissions dans nos cellules et chantions la Marseillaise, parlions de politique et discussions de l'histoire de notre cher pays, la France. Nous faisions des activités qui n'étaient autorisées que dans nos chambres. L'après-midi, nous renforcions notre niveau de littérature, d'histoire et de langue avec des détenus plus expérimentés. May Politzer et moi voulions donner des cours de gym, mais nos corps à toutes étaient bien trop faibles. J'organisais alors des cours de théâtre sur de grands classiques et mettais en scène des scénettes, de l'histoire de France et des poèmes. Les représentations avaient lieu devant les prisonniers, les hommes comme les femmes, et souvent devant les gardiens allemands. Les couturières faisaient de merveilleux vêtements ainsi que de jolis décors. Tout le monde riait. Un soldat allemand me conduisit vers mon mari Lucien Dorland, qui quittait le camp le lendemain. Je lui avais confectionné des chaussons, mais le soldat me dit qu'il n'en aurait plus besoin là où il allait. Pendant 5 minutes, je pus le voir et l'embrasser. Dans un petit mot qu'il me transmit secrètement, je compris qu'il était envoyé dans un autre camp. Plus tard, j'informai mes parents d'une terrible nouvelle. Lucien avait été fusillé au Mont Valérien le 21 septembre 1942 avec 45 camarades. J'eus une immense peine en pensant que je ne pourrais plus revoir mon fidèle compagnon de lutte ainsi que mon tendre ami. Je me souviens encore de son départ, de son sourire, mais il m'avait caché qu'il partait à la mort. J'étais avec des mères de familles devenues veuves. Ces soldats boches n'étaient que des sales barbares. Ce 10 janvier 1943, 10 de mes amis apprirent que leur mari avait été fusillé. Dès 1943, le décret Nacht-und-Nebel visant à déporter tout ennemi du Reich prit le pas sur les exécutions. Par leur déportation dans les camps, les détenus contribuèrent à l'effort de guerre allemand. Entre janvier 1943 et 1944, des convois de déportation comportèrent à 4 reprises des femmes. Le premier, plus connu sous le nom du convoi du 24 janvier, comprenait dans des wagons séparés des hommes à destination du camp de Sachsenhausen et 230 femmes vers Auschwitz. Dans le deuxième, également mixte, les femmes étaient cette fois déportées à Ravensbrück. 49 déportés sur 230 ont survécu au convoi du 24 janvier. Conduites à la gare de marchandises de Compiègne, elles montèrent dans les 4 derniers wagons. La moitié de ces déportés appartenaient à la classe ouvrière. Un quart étaient des commerçantes ou des employés. 85% d'entre elles étaient des résistantes. Romainville à l'aube, nous, les femmes, fûmes réveillées et comptées. On nous distribua un morceau de pain et du saucisson en nous recommandant de le faire durer. Le 23 janvier 1943, je fus transférée en camion au camp de Compiègne pour y être enfermée dans une baraque. Le matin du 24 janvier, sous un ciel bas et de un froid humide, je fus conduite à la gare. Ce dimanche, les rares passants regardèrent à peine le camion dans lequel je me tenais debout en chantant fort la Marseillaise. Un train et 18 wagons nous attendaient. 14 d'entre eux étaient déjà remplis par les hommes. Les 4 derniers étaient pour nous. Par chance, dans celui où je me trouvais, nous n'étions pas beaucoup, donc pas entassés dedans. Sur le quai, je fus tout de suite embarquée dans un wagon. Sur le plancher, une demi-botte de paille était éparpillée. Un baril de goudron au milieu servait de toilette. Les soldats poussèrent les portes à glissière et les verrouillèrent. Pendant que le train restait en gare, nous écrivions de petits mots sur de petits bouts de papier et les jetions dehors avant que le train commençât son trajet.
Pour nous occuper, nous discutions de notre passé et devinions le nom des gares sur notre route. Chalon-sur-Marne, Metz, Weimar, Allensax, Sachsenhausen, Breslau, Wrocław, Auschwitz. Mardi 26 janvier, nous étions partis depuis 2 jours. Le train s'arrêta à Weimar où l'on nous distribua une maigre soupe à l'orge. Le trajet jusqu'à Auschwitz fut terrible. Pendant 3 jours, nous fûmes entassés dans des wagons à bestiaux avec presque aucune nourriture ni eau. Pendant 3 jours, nous fûmes affamés, morts de peur, morts de froid et sans savoir notre destination. Nous étions le 27 janvier 1943. Notre convoi, le convoi des veuves, venait d'arriver aux portes d'Auschwitz-Birkenau. Enseignantes, lycéennes, paysannes, ouvrières, nous avions des avis politiques différents. Certaines étaient gaullistes, d'autres communistes. Au total, nous étions 231. Le commandant Heuss voulait reproduire la barbarie et l'atrocité du camp de concentration de Théodore Eicke à Dachau. Auschwitz ouvrit ses portes en Pologne, en Silésie, où l'hiver était brumeux, humide et marécageux. Les détenus non gazés se confrontaient au travail forcé. Ainsi, ils se retrouvaient dans des entreprises industrielles telles qu'IG Farben ou Degech, spécialisées dans les produits chimiques. Les conditions de vie, de travail, la surpopulation, les maladies, le manque d'eau et de nourriture les décimaient rapidement. Ravensbrück était un camp de femmes. En 1943, les baraques furent surpeuplées, sans couverture, colonies de puces, une eau contaminée par les égouts et les fenêtres sans vitres. L'hygiène n'existait plus. Ce camp était aussi appelé l'enfer des femmes. À l'arrivée du train au camp de concentration d'Auschwitz, les portes des wagons s'ouvrirent avec fracas, accompagnés de cris, de coups de cravache, d'aboiements de chiens, d'hurlements des SS et du bruit des armes. Des mitrailleuses étaient braquées sur nous. La détresse menaça de m'envahir. Raymonde fut la première à entonner la Marseillaise. Puis tout ensemble, nous avons chanté cet hymne, si important pour nous. Les SS nous regardèrent incrédules. La boule au ventre, nous passions les portes du camp. Dès mon arrivée à Auschwitz, je fus conduit à la désinfection. Midi, on me donna une petite gamelle d'émail brun, puis j'ai été dirigée au Révier, l'infirmerie. Toute nue, je rentrai dans une pièce où une détenue me coupa les cheveux et me tatoua. Ensuite, on me donna des chaussures en semelle de bois déjà usées. Nous fûmes réunis un peu plus tard. Une surveillante demanda s'il y avait des dentistes parmi nous. Si je ne disais rien, je risquais de perdre une chance qui ne se reproduirait sûrement pas. Après un silence de mort, je levai la main. Depuis quelques jours, je volais des médicaments et de la nourriture pour mes camarades. Si je ne pouvais pas les aider à aller mieux mentalement, je pouvais au moins les aider à aller mieux physiquement. Mais je n'en pouvais plus. Chaque jour, je voyais mes camarades mourir. C'était la pire torture qui soit. Mon premier travail consistait à charrier de lourdes charges, mais grâce à Daniel, je suis devenue infirmière au Révier. Même si je n'avais aucune expérience dans ce domaine, je faisais mon maximum pour accompagner les malades, les soigner et surtout apporter un peu d'humanité dans cet enfer. Comme Madeleine, je fus d'abord sélectionnée dans un commando aux tâches pénibles. Je transportais des briques du matin au soir, mais rapidement, grâce à ma maîtrise de l'allemand, je devins l'interprète du capot. Bien moins chanceuse que mes camarades, je restais dans les mauvais commandos. Dans des mares debout, je pelletais, sans boire, ni manger, et surtout sans m'arrêter. Si j'avais le malheur de faire une courte pause, je recevais les coups des capots. Sur le trajet du retour, respirant l'odeur des cadavres brûlés, je devais parfois porter mes camarades qui étaient mortes, ou presque, pendant le travail. Si je n'allais pas assez vite, je me faisais mordre par les chiens. Nous étions en avril 1943 et comme beaucoup, je venais de contracter le typhus. La force fièvre me faisait délirer. Une fois, j'ai cru même qu'une étrangère était à mes côtés alors qu'il n'y avait personne. Daniel me transféra dans un petit révier derrière la dentisterie. Nous n'étions que 8 ou 9 malades. Mon état s'améliora. Moi aussi, j'eus le typhus pendant plusieurs jours, mais je préférais ne pas aller au Révier. Trop de mes camarades étaient allés dans ce foyer de contagion et n'en étaient pas revenus. Les yeux touchés par la maladie, je ne voyais plus rien. Mes amis de bloc, tels que Cécile, Viva et Carmen, me soutinrent pendant l'appel et me guidèrent jusqu'au lieu de travail. Elles restèrent toujours à mes côtés, moi qui étais tremblante de fièvre. Comme mon amie Marie-Claude, j'ai survécu à cette maladie. L'épidémie de typhus recula. Marie-Claude, Charlotte et Madeleine survécurent. Quel soulagement! Bien que vacciné, je ressentis les symptômes de la maladie. Ma tête était lourde. Tenant à leur dentiste, les Allemands me placèrent dans une petite infirmerie de 9 lits individuels réservés aux capots. J'étais aux petits soins, avec des draps blancs, une descente de lit, des pantoufles, des couvertures piquées, du thé avec du citron. Des camarades passaient me voir, mais j'étais incapable de les reconnaître. Je me répétais cette phrase. Il faut se battre jusqu'à son dernier souffle. Et c'est ce que je ferai. Le 9 mai, elle s'éteignit. Ses camarades la portèrent jusqu'au bloc 25. Elle reposait, belle, parce qu'elle n'était pas maigre, le visage encadré de tous ses cheveux noirs, le col d'une chemise blanche fermé sur son cou, les mains sur le drap blanc, de petites branches de feuillage près de ses mains, le seul beau cadavre qu'on avait vu à Birkenau. Il faut se battre jusqu'à son dernier souffle, et c'est ce que je ferai. Il faut se battre jusqu'à son dernier souffle et c'est ce que je ferai. Il faut se battre jusqu'à son dernier souffle, et c'est ce que je ferai. Il faut se battre jusqu'à son dernier souffle, et c'est ce que je ferai.
Madeleine, Charlotte et Marie-Claude furent transférées à Ravensbrück en août 1944. 8 mois plus tard, le camp fut libéré par l'armée rouge. Elles survécurent à la répression et à la déportation.